Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo consacrée aux interviews d'auteurs. Et oui déjà. Et le dernier écrivain que j'ai rencontré n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de Chantal Robillard. Alors si vous ne la connaissez pas, je pourrais vous parler pendant des heures de sa bibliographie, mais pour faire court et pour extraire l'essentiel, elle est membre de la Société des gens de lettres. Elle est membre aussi de la Maison des écrivains et de la littérature, elle a été fait chevalier des arts et des lettres puis officier des arts et des lettres, donc vous voyez un petit peu l'envergure de l'auteur. Et pour ce qui est de ses publications, c'est un peu la même chose, sa bibliographie est impressionnante et je pourrais pas citer tous ses titres et vous parler de tous ses livres, mais à titre d'exemple j'en ai deux là avec moi, que j'ai récupéré donc sur le festival. Les 7 fins de Blanche-Neige, qui comme son titre l'indique en fait explore 7 fins alternatives au conte de Blanche-Neige. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très drôle et ça revisite le conte de Blanche-Neige de façon très moderne et très jubilatoire. Donc si vous êtes branché un petit peu sur ce type de réécriture de conte, si vous aimez bien ça, je vous invite très fortement à vous le procurer, il est génial. J'ai aussi avec moi le Zoo des Chimères et je suis trop contente de l'avoir eu parce qu'en fait c'est un livre qui va plus être édité aux éditions Argemios, donc c'est fini. Et du coup quand je l'ai acheté, il restait que 2 exemplaires, donc j'ai eu l'avant-dernier. Et bon, le livre va très certainement être réédité, mais plus à ce format-là et plus avec cette couverture superbe avec la licorne que je trouve trop belle. Donc je suis trop contente de l'avoir eu et je le garde très précieusement. Et donc vous pouvez le voir déjà à travers ces 2 publications, c'est un auteur dont l'univers se base sur les contes de fées, les mythes et les légendes. Son truc à elle, c'est de prendre un conte de fées et de l'explorer, de le revisiter avec beaucoup de modernité, beaucoup d'humour et une certaine beauté, une certaine poésie. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'aime son œuvre et comment dire, elle entre parfaitement dans la ligne de ce que j'aime, de ce que je fais sur cette chaîne et c'est un auteur évidemment à découvrir. Donc je vous invite vivement à aller voir ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas. Si vous aimez les contes de fées et les relectures intelligentes des contes, je vous invite très fortement à aller voir ce qu'elle fait. Bah écoutez, je vous laisse découvrir l'auteur, mais avant, comme c'est la toute dernière vidéo, je tiens à remercier du fond du cœur tous les écrivains qui se sont prêtés au jeu et qui ont accepté d'être interviewés. Voilà, merci beaucoup, j'espère que le résultat des vidéos sera à la hauteur de vos attentes, tout simplement. Merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois. Donc vous êtes une auteure prolifique, hein, à la bibliographie assez impressionnante, et vos univers de prédilection sont a priori les contes de fées que vous explorez avec une certaine modernité. Voilà. Parmi vos titres, on peut citer Les 7 fins de Blanche-Neige, Hôpital Cendrillon ou encore La Fontaine des Fées. Aux Fées, La Fontaine aux Fées. Oh oui, aux Fées, en plus j'ai noté. Avec la faute de français d'ailleurs. Non, vous n'y êtes pour rien. Mais... En plus j'ai noté aux Fées. Hein, Oui, non, mais logiquement ça devrait être des Fées, mais ça coulait mieux, c'est le cas de le dire, de dire aux Fées. Voilà. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un peu plus sur votre œuvre et votre rapport à ces textes-là? Oui, alors donc j'ai toujours aimé les contes de fées, j'en ai lu dès que j'étais toute petite, on m'en a lu, voilà. Je suis née au fin fond de l'Auvergne, au milieu des volcans, avec des paysages assez étranges, donc déjà, voilà. Près de chez moi, il y a un village qui s'appelle Domérat, dans lequel on dit qu'il y avait des fées dans une grotte qui la nuit sortaient et chuchotaient des rêves aux paysans, leur soufflaient leurs rêves. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans et j'ai toujours aimé ça. Hein. Ceci dit, j'aime aussi des choses plus modernes et plus voilà, concrètes. Hein. Mais j'ai toujours aimé les contes de fées. Et puis, quand j'ai commencé à écrire assez tard. Enfin, j'ai toujours écrit et lu, mais publié, j'ai commencé assez tard, j'ai commencé il y a 20 ans. Et donc j'ai eu envie de retravailler comme ça certains contes de fées qui m'intéressaient, soit parce que je les aimais, soit parce qu'au contraire ils m'énervaient, notamment le conte de fées de Perrault qui s'appelle Les Fées,
hein, avec la bonne fille, la mauvaise fille, la fontaine, la fée qui se déguise en sorcière, enfin ou en vieille dame mendiante, puis qui se déguise en belle dame pour piéger au fond les jeunes filles, les deux jeunes sœurs. Donc voilà, il y a des contes comme ça sur lesquels j'avais des choses à dire. Sur Cendrillon, j'avais envie de travailler sur la maltraitance de Cendrillon. Et comme je lis beaucoup, évidemment, je connais beaucoup d'autres auteurs, y compris beaucoup d'auteurs vivants, donc j'ai rencontré un jour les Oulipiens, donc Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle, et l'un d'entre eux, m'expliquant leurs contraintes, leurs techniques d'écriture, m'a dit, mais certaines contraintes précises, genre un lipogramme, c'est créer une langue dans la langue. Et là, ça m'a fait tilt, parce que moi, je suis linguiste au départ. J'ai fait des études de langue, de comparatiste en plus. Et donc, je me suis dit, créer une langue dans la langue, ça m'intéresse de voir ce que ça donnerait. Mais ma première idée, c'était d'essayer de faire un petit paragraphe, comme ça, voir ce que ça pouvait donner, d'écrire un texte sans E, par exemple. Donc, il faut aller chercher des mots qui n'utilisent pas la voyelle E. Donc, et vraiment, ça m'a plu. Et en plus, au niveau de l'imaginaire, de l'imagination, ça amène des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé spontanément, comme ça, quand on réfléchit comment je vais retravailler Blanche-Neige ou un autre. Voilà. Alors, du coup, vous avez anticipé sur ma prochaine question. Oui, oui, je suis très bavarde. C'était pour écrire, vous vous inspirez donc des contraintes oulipiennes. Entre autres, hein, pas que, parce que ne faire que ça, mais oui. Non, c'est... on retombe assez vite sur les mêmes mots. Hein, j'ai fait par exemple sur Fugue de La Fontaine aux Fées, j'ai fait ce qu'on appelle un tautogramme. Tous les mots pertinents commencent par la même voyelle ou consonne. Moi j'ai choisi le F à cause des fées. Donc ça s'appelle, c'est une nouvelle de 4-5 pages, ça s'appelle Fugue de La Fontaine aux Fées en forêt de Fourcheresse. La forêt existe, elle s'appelle en réalité Pourcheresse, mais bon. Donc tous les mots commence par F, sauf j'ai gardé quand même le, la, les, enfin les petits mots, et puis le verbe être et le verbe avoir, sinon vous avez du charabia. Vous avez, à ce moment-là, on écrit un dictionnaire. Hein. Mais j'ai pris plein de dictionnaires pour chercher des mots en F, un peu plus rares que les 3-4 mots qu'on connaît d'habitude. Donc ça m'intéresse. Moi, en tant que linguiste, ça m'intéresse. Et en plus, comme ça, j'ai réussi à dire qu'au fond, la faute était celle de la fermière, c'est-à-dire la mère des deux jeunes filles, qui piège sa fille aînée qui est bonne en l'envoyant à la fontaine, voilà, tard le soir, enfin on pense à Cosette, voilà. Et quand la jeune fille revient avec un don que la fée lui a donné, la mère est furieuse parce qu'elle veut que son autre fille, qu'elle adore parce qu'elle est mauvaise, donc voilà, il y a tout un truc sur le manichéisme, aille aussi à la fontaine. Donc ça, j'ai plus facilement réussi à le dire que c'était la mère qui était fautive, en utilisant comme ça tout bêtement des F. C'est étonnant, mais je pense que spontanément, ça ne me serait pas venu à l'idée d'accuser la mère. Je n'avais pas envie non plus d'accuser spécialement. Je ne fais pas de la morale. Mais voyez ce que ça apporte. En même temps, c'est vrai que c'est beaucoup plus long à écrire qu'un texte normal. Ah, c'est un vrai travail d'orfèvre sur la langue. Ah oui. Dans Hôpital Cendrillon, il y en a un, j'ai mis 9 mois à écrire. 9 mois. Enfin bon, je travaillais par ailleurs, donc c'était le soir, les week-ends, mais quand même. Mais bon, quand on aime ça, on ne compte pas, comme dit l'autre. Vous avez mené de front donc une carrière de bibliothécaire, si je ne me trompe pas, puis de conseillère pour le livre et la lecture à la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace, puis de PACA. Puis de PACA, absolument. Quand et comment vous avez su que vous vouliez passer de l'autre côté et devenir écrivain, et comment vous avez fait pour concilier cette vie professionnelle assez intense et l'activité d'écriture qui est quand même chronophage? Oui, alors l'activité d'écriture, justement, donc j'ai commencé assez tard à publier. C'était un peu un hasard pour les 7 fins de Blanche-Neige. Je m'étais cassé une épaule, donc j'étais coincée chez moi pendant 3 semaines sans pouvoir bouger, et l'épaule on ne peut pas plâtrer. Donc il fallait que je reste au lit comme ça avec un bandage, j'avais très mal, et bon, je vous passe les détails. Et donc c'est là où je me suis dit, tiens, puisque je suis coincée, alors que je pensais à tout le boulot que j'avais qui m'attendait et que personne d'autre que moi ne pouvait faire, je vais essayer du coup de faire une contrainte oulipienne, et donc j'ai commencé comme ça.
Tant que je travaillais, j'ai publié très très peu. J'ai publié 3 livres en plus de 10 ans parce que j'avais pas le temps, parce que bon, ben, c'était pas évident d'être dans le même champ que voilà. Moi, je faisais intervenir des écrivains, je pouvais pas me faire intervenir moi, donc ça me privait de plein de choses en tant qu'écrivain. Donc c'était un petit peu compliqué et donc dès que j'ai arrêté de travailler, bon ben là j'ai beaucoup plus publié. Mais ce que j'ai toujours fait à partir du moment où j'ai commencé à publier, donc en 96, c'est écrire des nouvelles et les envoyer à des revues. Donc j'ai beaucoup publié par exemple au Canada où il y a une revue de nouvelles francophones qui s'appelle Virage, une revue de la nouvelle franco-ontarienne, ça se passe dans l'Ontario, j'aime bien l'exotisme. Et donc là j'ai toujours pu publier, comme en plus on ne les trouvait pas en France, ça gênait personne, voilà. Mais c'est pas facile, j'aurais pas pu publier des romans à succès en étant, enfin si j'aurais pu, personne ne m'en empêchait. Puisque quand on est artiste, on peut avoir un travail et par ailleurs une activité artistique, mais c'était gênant, c'était compliqué. Et puis, comme j'avais un travail assez intensif, y compris les week-ends, les salons du livre, etc., donc j'avais peu de temps, mais du coup, un texte à contrainte, quand on est obligé de l'écrire quasiment mot après mot et en cherchant et en reprenant, etc., j'avais le temps de, comme on dit, chiader chaque nouvelle. Donc une nouvelle, ça ne me gênait pas de mettre 9 mois à l'écrire, parce que j'avais rien qui pressait derrière. Donc voilà, je m'en suis dépatouillée comme ça. Question un peu plus personnelle, quel est votre premier souvenir de lecture? Est-ce que c'était un conte? Ah, Le Petit Prince. Le Petit Prince. Ah, Le Petit Prince. De lecture, hein. De lecture. Le Petit Prince, oui. Les contes, on m'en a lu. Le Petit Prince aussi, on me l'a lu, mais ma première lecture, à part le Grand Larousse illustré pour apprendre à lire, c'était Le Petit Prince. Ah oui. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal, on les a pas là sur le salon, mais j'ai écrit des poèmes sur Saint-Exupéry et Le Petit Prince, j'ai écrit une nouvelle dans Dimension New York, où c'est Saint-Exupéry qui se promène dans New York et qui concocte Le Petit Prince, tout en pensant à la guerre qu'il veut faire, et les Américains qui ne veulent pas le laisser aller à la guerre, et ils avaient peut-être raison parce qu'il s'y est fait tuer. Voilà, c'est vraiment celui qui m'a fondé, en dehors des contes de fées, la langue du Petit Prince, ce renard apprivoisé, etc. Voilà. Il y a des gens qui trouvent ça nunuche, moi je trouve qu'arriver à un tel synthétisme dans la langue, c'est merveilleux pour... Une telle beauté. Ah, c'est une beauté extraordinaire du texte, vraiment. Ouais. D'accord. Alors sur quel thème portait le tout premier texte que vous avez écrit, même si c'est un texte non publié, votre première expérience d'écriture? Alors, oulala, j'ai écrit dès que je... Pas publié, mais j'ai écrit... Dès que j'ai su lire, j'ai lu. Dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Donc, je ne peux pas vous dire à 4-5 ans ce que j'écrivais, parce que j'ai commencé Enfin, j'ai su lire très très tôt. Mais par contre, j'ai écrit jusqu'à l'âge de 16 ans énormément de romans. Des romans de, oui, à peu près un classeur, donc 300-400 pages, mais c'était du Club des 5, amélioré ou pas amélioré, c'était des histoires avec des petits jeunes de mon âge qui découvraient des trésors, des secrets, des machins. Bon, c'était pas vraiment publiable tel quel, hein. Je les ai gardés d'ailleurs, je me suis toujours dit peut-être qu'un jour je les reprendrai, mais c'est trop, je les trouve trop datés, et puis j'ai pas envie d'écrire pour enfants spécifiquement, même si j'adore la littérature jeunesse. C'est plutôt le regard des adultes sur les contes de fées qui m'intéresse. Maintenant. Donc voilà, ceux-là ils resteront, je pense, à jamais inédits. Mais donc j'ai commencé très très tôt. Je crois que mon premier roman, dans la cour de récré de mon lycée, puisqu'à l'époque le lycée commençait à la 6e, je lisais des chapitres que j'avais écrits la veille à 2-3 copines à la récréation, comme ça. Je les écrivais en cachette dans les toilettes chez moi, en cachette de mes parents, parce que la lecture n'était pas très bien vue chez moi. Et voilà, donc j'avais mon petit public, ça faisait comme un feuilleton, chaque chapitre était... alors, j'en faisais pas forcément tous les jours, mais voilà. Et j'aimais bien ça. J'ai toujours aimé le contact avec le public. Alors, les copines me donnaient leur avis, pas tellement sur l'écriture, mais sur les personnages, voilà. Bon. Donc c'est une passion de longue date.
Oui, oui, je suis née dans le livre. Dans les livres, dans le livre, dans... voilà. Alors un aspect un peu plus technique maintenant de la chose. À quel moment, comment vous décidez qu'un texte est terminé, que vous n'avez plus de modifications à y apporter? Il y a un moment où je sais que c'est fini. C'est-à-dire que je repasse tellement, je revois tellement, je raccourcis. Écrire, c'est jeter. Surtout quand on fait du cours. On ne peut pas se permettre d'avoir un paragraphe long qui raconte, je sais pas comment sera habillé le personnage. On s'en fout de tout ça dans la nouvelle. Comme j'écris des nouvelles maintenant, que les romans, je m'en fiche. J'en lis beaucoup, mais j'en écris pas plus. Voilà, je vais vraiment au plus à l'os, comme on dit, au plus synthétique, au plus... Voilà, il n'y a plus rien à enlever, et là je sais que c'est fini. Et souvent, je fais, alors sans vouloir se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais je fais comme Flaubert, je les gueule, mes textes, vous savez, le gueuloir de Flaubert. Donc moi, mon gueuloir, c'était mes enfants. Donc je lis mes textes oralement à mes enfants, je leur fais lire par écrit, parce qu'ils voient des voix, avec les copier-coller et tout ça, des fois ils voient des choses, j'ai changé un mot qui ne me plaisait pas, mais j'ai pas vu que 10 lignes après, il y avait le même. Donc voilà, ils me servent de vérificateur, on va dire, et après je les lis oralement. Alors j'ai un dictaphone, mais je m'en sers très peu, mais je les lis comme ça, et j'entends la phrase, et s'il y a quelque chose qui gratte un peu, voilà, je reprends. Donc les sonorités sont importantes. Ah oui, oui. Moi l'oral est important. L'écrit, mais... En même temps, c'est lié au conte. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait ce côté, voilà, il était une fois la plus jolie qu'on eût su voir. Bon, on va pas réécrire comme ça maintenant, mais voilà, il y a quelque chose dans la façon... C'est pour ça que j'aime beaucoup les contes écrits, parce qu'il y a une vraie langue, en dehors de l'histoire, qui en elle-même, étant orale et passée par X filtres... bon, on connaît en gros les histoires des contes, mais c'est intéressant de voir, la langue de Perrault n'est pas celle de Grimm, qui n'est pas celle d'Andersen, d'ailleurs il y en a un qui écrit en français, les deux autres en allemand et le troisième en suédois, mais je veux dire, en même temps la façon d'aborder le conte n'est pas du tout la même, et ça c'est intéressant. Madame d'Aulnoy c'était encore autre chose, Madame de Villeneuve encore autre chose, donc tous les auteurs du 19e c'est encore une autre façon d'aborder le conte, et ça je trouve ça très intéressant. Et donc moi maintenant, ben voilà, je prends des textes à contrainte, enfin je prends des contraintes, pour faire des textes, je suis fatiguée, je ressors d'un autre festival. Je prends des contraintes pour faire des textes qui quelquefois sont des pastiches. J'ai fait par exemple un pastiche de Pouchkine qui lui-même a fait une histoire de Blanche-Neige où il a transformé les nains, donc les petits nains, en grands paladins. Costaud, dans les bois, tout seul avec Blanche-Neige. Bon, d'accord. Donc j'ai repris la Blanche-Neige de Pouchkine dans une de mes histoires de Blanche-Neige. Comme il s'appelait Alexandre, j'ai fait des alexandrins, mais lui n'en a jamais écrit, parce que l'alexandrin n'existait pas, et de toute façon en russe, l'alexandrin ne passe pas. Ils ont d'autres formes, octosyllabes, etc. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça. J'en ai fait rencontrer une, pardon, une Blanche-Neige qui sort de son cercueil de verre, qui se réveille, etc. Et au lieu des nains, elle tombe sur 7 écrivains en train de faire une réunion poétique. Les écrivains, si on connaît un peu, on peut les deviner, il y a les prénoms, bon après c'est des private jokes entre voilà, initiés ou pas, mais voilà, je m'amuse comme ça autour du thème des contes. Dernière question, quel conseil vous donneriez à un écrivain en herbe, à quelqu'un qui a envie d'écrire? De lire, encore lire. Écrire, c'est avoir lu. On ne peut pas vraiment écrire si soi-même on ne lit pas les autres. Alors, il ne s'agit pas de copier, il ne s'agit pas forcément de s'inspirer, mais il faut avoir une technique de la langue, une maîtrise de la langue, voilà, écrire, c'est pas juste aligner par écrit, en tapant sur un clavier, de l'oral qu'on a utilisé, sauf si vous avez un personnage qui s'exprime. Moi j'ai fait parler un sabotier qui raconte comment il a violé une Cendrillon. Il parle comme un paysan auvergnat du début du XXe siècle. Donc j'ai retravaillé tout le vocabulaire des sabotiers, des cordonniers, etc. Parce que je ne connaissais pas le nom des instruments. Voilà, il y a toute une recherche par derrière.
Là, voilà, celui-là, il parle comme ça, mais un autre personnage, le prince, il parlera pas comme vous et moi dans la rue. Voilà, c'est ça qui m'intéresse justement, c'est les registres de langue, de faire que chaque personnage, selon son époque, selon son métier, selon un certain nombre de choses, son lieu géographique, il s'exprimera très différemment d'un autre, même s'il a le même métier, mais d'une autre époque. Voilà. Zola attachait beaucoup d'importance voilà. à parler des Oui. personnages. Et c'est ce qui m'intéresse dans le conte de Perrault, sur lequel je n'ai pas écrit La Belle au bois dormant, c'est qu'elle se réveille 100 ans après, elle est habillée comme ma mère grande, dit Perrault. Hein. Voilà, le prince, il la trouve très jolie, mais elle est vraiment fagotée comme une arrière-grand-mère. Bah forcément, elle a 100 ans. Donc c'est intéressant, et très probablement, le parler n'est pas le même. D'ailleurs, le dessin de Gustave Doré la montre... mal habillée par rapport à l'époque voilà, où elle se réveille. Quoi. Ça, c'est intéressant, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. On va piocher 2 questions en question de Proust. Des questions pièges ou pas pièges? Ou pas. Des questions coffres. Je vous laisse en choisir 2. Allez, c'est une seule là? Oui. Oui. Et l'autre? Voilà. Alors, le principal trait de mon caractère. Le vôtre? Je ne sais pas. Non, le vôtre. Le mien, je ne sais pas. Je ne sais pas le principal trait de mon caractère. C'est, je m'intéresse aux autres. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je m'intéresse. C'est pour ça que je dirige des anthologies où je fais intervenir des écrivains, des très connus, mais d'autres que je fais connaître au passage. Le pays où je désirerais vivre. Venise. Ah, Venise, c'est ma grande passion. C'est pas un pays, c'est une ville, mais c'est un pays, elle soit tout seul. Voilà. Merci beaucoup. Bon c'est parfait. Merci à vous. Je vous en prie.